La Banque africaine de développement va injecter 24 milliards de dollars pour financer le secteur agricole en Afrique. L'annonce est tombée dans l'escarcelle des pays du continent qui participent en Inde à la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD. Le président Macky, le Premier ministre, a ouvert ce matin deux problématiques à l'ordre du jour. La complémentarité et la coopération avant toute action de la Cour pénale internationale. Un fichier unifié pour tous les agents de l'État. La plateforme est en marche depuis ce mardi. Plusieurs données y sont intégrées afin de gagner en efficacité et en efficience dans le traitement de certains dossiers. Et puis la rubrique au cœur de nos cultures nous replonge dans le Balanta-Kunda, dans le sud du Sénégal, une ethnie originaire de la Guinée-Bissau qui est bien intégrée, tout en gardant plusieurs facettes de sa tradition. Les Balantes, entre croyances et rites, les Balantes, un peuple inamovible. Nous recevons également dans cette édition un invité, Tanor Kendalafal, directeur général des élections. Il nous parlera entre autres du bilan concernant la refonte du fichier électoral, mais également la phase contentieuse, le dépôt des cartes d'électeurs, la situation des cartes d'électeurs et le dépôt des candidatures pour les prochaines législatives. La 52e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'est ouverte aujourd'hui à Ahmedabad, en Inde, en présence du président Macky Sall, du président du Bénin, Patrice Talon, mais également du Premier ministre indien et d'anciens chefs d'État africains. La Banque africaine de développement annonce une enveloppe de quelques 24 milliards de dollars pour financer l'agriculture dans le continent africain. Envoyé spécial par Biram Biganyaya. Ahmedabad, dont la province du Gujarat, terre natale d'où la légende Mahatma Gandhi, se dessinent les contours d'une nouvelle approche de financement de l'agriculture en Afrique. C'est le thème central de cette 52e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La BAD lance ici un programme de 24 milliards de dollars pour financer l'agriculture des pays africains dans les 5 prochaines années. L'ambition pour le Sénégal, c'est de faire des paysans de véritables agriculteurs modernes dans 5 ans avec l'augmentation des revenus des producteurs. Et déjà, les premières performances agricoles sont visibles dans le secteur de l'arachide. Sur l'arachide, en 4 ans, nous sommes devenus exportateurs vers la Chine. Et nous avons retrouvé notre rang de producteurs d'1 million de tonnes d'arachide grâce à la politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je pense que nous sommes sur la voie. Il y a encore des efforts à faire, bien entendu. Il faut renforcer le financement du secteur de l'agriculture, renforcer les capacités des femmes en matière agricole, puisqu'elles doivent être soutenues dans le financement. À ce niveau aussi, nous avons lancé le financement de l'initiative de l'Union africaine pour la capacitation des femmes en matière d'agriculture. Juste pour rappeler, le Sénégal est la deuxième économie la plus dynamique de l'espace communautaire ouest-africain. Les bonnes politiques, les bons règlements, le bon environnement d'affaires favorable est en place à travers ce plan pour le Sénégal émergent, comme vous venez de l'entendre, du président Sall. Oui, regardez le Sénégal. Le président du Sénégal est ici. Le Sénégal croît à une vitesse de 6,7% et il a fait un excellent travail en ce domaine. Il faut que l'on revienne à l'agriculture. Prenez la Chine. La Chine a pu hisser 400 millions de personnes hors de la pauvreté en 10 ans en transformant son agriculture. Cette prouesse a pu être réalisée grâce à l'action du président Macky Sall qui, dès son arrivée au pouvoir, a identifié les faiblesses de notre agriculture. Une agriculture jadis victime d'un sous-financement face aux défis du changement climatique, facteur de variation des saisons, avec une alternance sécheresse et inondation. Il y avait également les défis de la maîtrise de l'eau et de l'accès aux fonciers. Alors il fallait agir sur 2 leviers pour relancer l'agriculture au Sénégal, la mécanisation et la subvention sur toute la chaîne de production. Et aujourd'hui, le chef de l'État donne des perspectives à la jeunesse dans le secteur agricole, avec à la clé des milliers d'emplois. L'emploi a été rattaché au ministère de la Jeunesse pour pouvoir créer cette dynamique d'emploi des jeunes, avec dans le secteur agricole par exemple, très concrètement, 2 grands programmes. Un programme appelé Programme de domaine agricole communautaire au niveau local,
où nous essayons d'aménager jusqu'à 1000 à 2000 hectares et nous essayons de mobiliser 2000 à 3000 jeunes qui seront injectés dans ces zones, et ce sont des zones où ils habitent. Une fois qu'ils ont fait la formation, ils reviennent. Tantôt, certains n'ont pas de formation, mais on les forme in situ dans les techniques agricoles, dans les techniques de l'élevage, et ils arrivent à avoir des revenus aujourd'hui de l'ordre de 150 000 francs, donc $300 par mois, et cela permet de les maintenir sur le territoire au lieu de les tenter par l'émigration. De notre côté, il y a des fermes plus petites. 40-50 hectares, c'est pour 100 à 150 jeunes. Là aussi, filles comme garçons, nous les mettons dans l'horticulture en particulier. Le plus gros marché, c'est l'agriculture. Et c'est très lucratif. Et regardons un peu les chiffres. D'ici 2030, la taille de l'agro-industrie en Afrique atteindra 3 trillions de dollars. C'est un marché de 3 trillions de dollars. Donc si vous cherchez une activité, c'est le secteur où il faut, le président l'a dit, en termes de transformation, la production alimentaire, la logistique, le transforme, la commercialisation, les services, pour ceux qui sont dans le secteur agricole. C'est fantastique. L'agriculture, la clé du succès économique. Le Sénégal se positionne déjà sur cette rampe d'émergence pour entrer dans l'ère de la prospérité. Dans le même temps, la BAD a décidé d'investir dans le secteur de l'énergie. La Banque africaine de développement entend justement développer un nouveau modèle de financement pour connecter 60 millions de ménages sur le continent. Le président Macky Sall a quant à lui souligné les progrès réalisés par le Sénégal dans la maîtrise de la production énergétique depuis 2012. Par ailleurs, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre de l'Inde, Pabira Biguignaï. Le chantier, c'est aussi relever le défi de l'accès à l'énergie pour tous, puisqu'en Afrique, 600 millions de personnes n'ont pas d'électricité. La BAD veut connecter 60 millions de ménages à travers un nouveau modèle de financement et la multiplication des sources d'énergie. Au Sénégal, le président Macky Sall a misé sur le mix énergétique et aujourd'hui, notre pays a mis fin au cycle infernal des délestages de 2011. Nous avons vécu des émeutes de l'électricité parce qu'il y avait en moyenne dans l'année, sur les 12 mois, 1 mois et 10 jours où il n'y avait pas d'électricité. Parce qu'il y avait 913 heures de coupure d'électricité parce qu'il n'y avait pas de carburant, parce qu'il y avait des groupes extrêmement chers, des groupes diesel, parce qu'il n'y avait pas une bonne planification. En 5 ans, nous avons d'abord changé la politique. Donc, lancé le mix énergétique qui évitait de dépendre que du pétrole, avec la flambée qui a été connue. Nous avons revu et renforcé la régulation qui permettait de rappeler le secteur privé à travers les contrats d'achat d'énergie. Et cela a permis, avec la diversification, le développement du solaire, aujourd'hui d'être avec une réserve de 125 MW quand nous sommes en pointe. Et donc aujourd'hui, la question de la production est réglée pour nous, avec 25% à 30% de renouvelables sur 2 ans. Dans toutes les zones périphériques, nous allons développer des microgrids avec le solaire, avec des réseaux locaux, et interconnecter les autres régions de façon à optimiser de façon globale les rendements techniques et donc à avoir une gestion améliorée pour que les subventions qui étaient versées en 2012 quand j'arrivais, qui étaient de 105 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 210 millions de dollars, aujourd'hui nous sommes excédentaires à plus de 35 milliards de dollars, soit 70 millions de dollars. Voilà en 5 ans par exemple, sur un secteur concret, ce qui a pu être fait. Cette 52e édition des assemblées annuelles de la BAD, c'est aussi l'occasion pour le président Macky Sall d'approfondir les relations économiques avec l'Inde. À cet effet, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre indien qui est dans une logique de redynamiser l'axe Dakar-New Delhi. Development links between Delhi and Dakar. Des liens de développement entre Delhi et Dakar. Nous avons une coopération modèle qui permet de répondre aux besoins des pays africains.
C'est une coopération qui répond à la demande. Et dans cette coopération, l'Inde apporte des lignes de crédit accordées par la Banque Import-Export. 152 crédits ont été accordés à 44 pays pour un total de près de 8 milliards de dollars. La présence du président Macky Sall à ces assemblées annuelles de la BAD s'explique par l'exemplarité de la coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement. La BAD est l'un des tout premiers partenaires du Sénégal en termes de financement du développement. Elle intervient dans les secteurs clés comme les infrastructures, le TER notamment. Le programme Promoville bénéficie également du financement de la BAD et l'agriculture aussi pour l'autosuffisance alimentaire. L'actualité à Dakar rime avec cette question aujourd'hui. Comment renforcer les systèmes judiciaires nationaux africains pour que nos dirigeants ne soient plus, ou les dirigeants qui ont commis des crimes de masse ne soient pas jugés par la Cour pénale internationale? C'est autour de cette thématique que les experts du continent se réunissent depuis ce matin donc à Dakar. Il s'agit dans cette conférence internationale de faire le plaidoyer et la promotion de la justice internationale en termes de complémentarité et de coopération entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale à Modaram Thiam. La Cour pénale internationale, accusée à tort ou à raison de justice sélective, exclusivement dirigée vers l'Afrique, une perception qui requiert un débat sur l'accusation. À travers cette conférence internationale, l'Afrique veut faire entendre sa voix et faire le point sur l'ensemble de ses récriminations. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui à travers les panels que nous organisons, où nous avons les plus grands spécialistes qui sont venus pour partager leur point de vue sur non seulement la réalité de cette critique contre la Cour pénale internationale et qui avait amené un certain nombre d'États à se retirer. Un moment de promotion et de plaidoyer pour la justice internationale incarné par la Cour pénale internationale, un instrument efficace pour lutter contre l'impunité, qui doit être soutenu dans le cadre de la complémentarité et de la coopération. C'est d'ailleurs dans cette optique que Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, soutenait l'Afrique doit poser ses doléances et la CPI doit les entendre pour qu'ensemble nous puissions trouver les équilibres afin que les préoccupations africaines soient prises en compte. La CPI ne doit pas se saborder, car il y va de l'avenir de la justice pénale internationale. Pour une justice forte et performante, l'Afrique doit penser au relèvement des budgets de ses ministères de la justice, à la domestication des normes internationales et à la modernisation de ses systèmes judiciaires. Avec le procès du président Habré, l'Afrique a montré qu'elle est capable de juger ses fils. Ce procès historique en terre africaine, qui vient de connaître son épilogue le 27 avril 2017, est la preuve que l'Afrique dispose de moyens de juger in situ les crimes de masse et les Africains ne sont pas contre la justice pénale internationale. Les aspirations des peuples du monde à vivre dans la dignité et la paix sont universelles. Et, comme disait Benjamin Ferencz, ancien procureur au tribunal de Nuremberg, est bien rappelé par le Premier ministre, il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom, sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal. Bientôt, les fonctionnaires de l'État du Sénégal pourront suivre leur situation
dans l'administration à partir d'une plateforme contenant des données unifiées. Ce matin, le ministre de la fonction publique, Viviane Bampassi, a procédé au lancement du fichier unifié des données du personnel de l'État, un fichier qui permettra d'avoir plus de célérité dans le traitement des demandes des fonctionnaires à Hamidou Diop. Le processus démarré en 2008 vient d'aboutir. À partir de sa table, le ministre de la fonction publique peut signer électroniquement des actes administratifs. Ainsi marche le fichier unifié des données du personnel de l'État du Sénégal. Une des préoccupations majeures des syndicats, des agents publics globalement, c'est qu'ils puissent avoir accès à leurs documents de carrière, avoir accès à leurs actes d'administration de façon diligente. Parce que lorsque l'agent de l'État bénéficie d'un avancement de grade ou bien d'échelon, cela est matérialisé par la production d'un acte. Et la procédure qui consiste justement à produire cet acte-là, c'est cette procédure qui vient d'être dématérialisée. Et cela est essentiel. Et nous avons tenu d'ailleurs à ce que la manifestation de ce matin se fasse en présence des partenaires sociaux parce que nous savons que c'était une très forte attente. La plateforme développée par les ingénieurs de l'ADIE a 3 objectifs majeurs. Célérité dans le traitement des requêtes des fonctionnaires, fiabilité et économie du temps et des dépenses pour l'État. Alors, ce fichier renferme plusieurs types de données. C'est d'abord les données biométriques, donc vous avez tous suivi l'audit biométrique, mais également c'est toutes les données concernant le personnel de l'État. Voilà, c'est les ministères sectoriels qui ont un certain nombre de données en termes de gestion des ressources humaines. C'est au niveau central avec la direction de la fonction publique. C'est véritablement aujourd'hui chaque agent peut effectivement, grâce à ce fichier-là, à tout temps et à tout lieu, avoir sa situation. Le processus est entièrement sécurisé et à terme permettra à chaque fonctionnaire où qu'il se trouve de connaître sa situation administrative. À l'ère du numérique, les gains en célérité, fiabilité et productivité attendus du fichier unifié des données du personnel de l'État auront un impact certain sur l'amélioration des finances publiques. Madame le ministre, vous avez réussi par là, par un leadership extraordinaire, à lancer une procédure et un chantier de travail qui, de mon point de vue, place l'État du Sénégal au cœur de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Modernisation de l'administration participe de l'amélioration du climat des affaires. Nous avons eu ce qu'on a appelé le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la productivité, de la compétitivité, disons, dans lequel la dématérialisation des procédures devait jouer un rôle important. Partenaire clé de l'État du Sénégal dans l'audit biométrique, l'Union européenne compte accompagner le développement de ce fichier unifié qui permettra d'avoir une meilleure lisibilité sur la situation des fonctionnaires. L'invité de ce 20h, M. Tanor Tiendala Fall, directeur général des élections. M. Fall, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim. Alors, peut-on tirer un bilan de la refonte du fichier électoral à quelques mois, on va le dire, des élections, à quelques 2 mois des élections législatives? Alors, merci Ibrahim de m'avoir donné cette occasion de faire un bref résumé de ces résultats. À ce niveau, je pense que on peut dire que la moisson a été généreuse parce que nous avons enregistré plus de 6 millions d'inscrits, dont 200 000 à l'étranger, dans 39 pays. Ce qui constitue quand même une grande prouesse parce que nous l'avons réalisé en 6 mois. 6 mois. Alors, plus de 6 millions, vous avez dit? Tout à fait 6 millions, plus de 6 mois. Je ne peux pas trop m'avancer sur les chiffres parce que nous sommes dans une phase où il faudra en rajouter et en diminuer, mais nous serons plus de 6 millions dans les listes définitives. Ce qui fait que nous sommes justement après toutes ces inscriptions dans une phase plus ou moins contentieuse. Où en est-on justement dans cette phase-là qui couvre la période du 11 au 26 mai 2017? À quoi cela consiste-t-il justement? Alors là, c'est une phase extrêmement importante du processus parce qu'elle permet aux citoyens d'aller consulter les listes et de voir leur situation. Alors,
C'est l'occasion pour le citoyen de voir s'il est omis ou en tout cas son inscription est bien transcrite ou pas. Donc cette période lui permet, si il est omis, le citoyen, d'aller au niveau de la commission où il s'était inscrit, de demander sa réintégration avec son récépissé tout simplement. Maintenant, si à ce niveau-là, il y a, disons, un refus de la part du président de commission qui lui notifie le motif du rejet, par exemple un extrait qui est douteux, il avait présenté un extrait douteux lors de l'inscription, alors à ce niveau-là, le président de la commission lui dit, écoutez, monsieur, je ne peux pas vous remettre dans les listes parce que le document que vous présentez n'est pas bon. C'est à ce moment-là qu'il va aller saisir le président du tribunal d'instance pour demander son inscription par le biais du contentieux. Et à ce niveau, le juge lui demandera la pièce requise. Par exemple, la pièce qui permettra d'authentifier l'acte qu'il a déposé au départ. Donc c'est une phase extrêmement importante et nous lançons un appel à tous les citoyens d'aller aujourd'hui au niveau des sous-préfectures, des préfectures, au niveau des mairies pour consulter les listes. Je rappelle à ce niveau que les listes ne sont pas affichées. C'est le PV de réception des listes qui est affiché et qui vaut publication. Et à ce niveau, une fois que l'information est faite, le citoyen désireux de vouloir consulter peut aller maintenant au niveau de l'autorité administrative ou au niveau de la mairie pour consulter les listes sur place. Alors la carte d'identité biométrique, c'est également une carte d'électeur. Est-ce que cela veut-il dire que si on a cette carte, on est déjà inscrit sur les listes? Absolument. C'est la preuve tangible de ton inscription sur les listes. Alors il reste que 3 jours justement aux citoyens pour aller justement vérifier s'ils sont sur les listes ou pas. Mais par rapport aux cartes d'électeurs, quelle est la situation actuellement? Oui, nous en sommes à près de 3 millions de cartes déjà produites, 2 700 et quelques mille. Donc je pense que d'ici à fin juin, toutes les cartes, les 6 millions de cartes seront produites et le rythme de production est très bon. Nous le confirmons. Vous avez un objectif à la hauteur des inscriptions, justement. Absolument, absolument. Tous les inscrits confirmés par le biais des listes définitives devraient disons, permettre un nombre de cartes égal. Alors, que doit-on retenir sur les candidatures? Quand est-ce qu'on va les déposer, justement, pour ces élections législatives? Je voudrais préciser, avant d'arriver à ce niveau-là, que, disons, le seul texte valable pour ce qui concerne la refonte du fichier est la loi 2016-27. Donc, bon, par-ci, par-là, on entend beaucoup de personnes parler du code électoral, mais c'est une loi spéciale qui a, n'est-ce pas, encadré cette procédure de refonte. Il y a lieu de le préciser. Alors merci M. Tanor Tiani Lafal. Je rappelle que vous êtes le directeur général des élections. Autre chose à l'endroit du public? Oui, tout à fait. Vous avez rappelé tout à l'heure, disons, le dépôt des candidatures. C'est une autre phase importante du processus. Il démarre le 26 mai pour être clôturé le 30 mai à minuit. Donc les coalitions de partis, les entités indépendantes ou les partis politiques qui sont désireux de participer à ces joutes sont donc invités à venir entre le 26 mai et le 30 mai à minuit déposer les candidatures. C'est dans quelques jours? C'est dans 2 jours, 3 jours maximum. Alors le message est sans doute bien retenu. Merci Tanor Tiani Lafal. Je rappelle que vous êtes le directeur général des élections et que vous nous faisiez le point justement sur les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, les inscriptions également sur les listes électorales et la date de dépôt des candidatures qui est retenue pour le 26 mai. Tout à fait. Merci Monsieur Fall. L'investissement privé, sa place dans le PSE et la dynamique qui l'entoure, c'est autour de ces sujets que la DPE a axé son traditionnel point économique. La division de la prévision et des études économiques a convié pour l'occasion le ministère des Investissements, celui des Finances et le secteur privé. Aramdawa. La révélation de ce traditionnel point économique de la DPE, le secteur privé national a investi plus qu'on ne l'imagine. Interrogeons les chiffres. Le volume actuel, si on s'en réfère à la formation brute de capital fixe, tourne autour de 1665 milliards
Et donc il est réparti en investissement direct étranger et en investissement domestique national à hauteur respectivement de 13 et 87%. Cela veut dire que le secteur privé national investit beaucoup plus. Toujours est-il que la dynamique est à renforcer. Le PSE est l'enjeu, un plan à accompagner pour encore plus d'investissements et une économie structurellement transformée. Cette transformation structurelle de l'économie suppose un certain nombre d'éléments qui permettent d'arriver au stade de pays émergents. Il y a en particulier 3 que je voudrais citer. Le fait d'avoir une forte croissance, le fait d'avoir un niveau d'endettement relativement faible et d'avoir justement un accroissement important de l'investissement direct étranger. Et il s'agit aujourd'hui effectivement de voir comment les relations intersectorielles constituent des opportunités pour les différentes entreprises pour arriver effectivement à tirer leur épingle du jeu, comme on dit. Ces investisseurs ont classé le Sénégal 9e pays africain le plus attractif en 2017. Avec les réformes enclenchées et les nouveaux instruments d'appui, le Sénégal veut attirer encore plus le privé. Le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers tient depuis ce matin à Dakar en atelier. La rencontre a pour objet de partager, de rationaliser la motrice des actions prioritaires du projet afin de rendre efficaces les interventions du PUMA dans les 10 régions ciblées au niveau du pays. Lamine Touré. Devant ses partenaires institutionnels, le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, décline la typologie des besoins de ces zones d'intervention. 10 régions concernées, 18 844 cas satisfaire pour rentrer dans la dynamique du référentiel économique national. Ces actions sont les besoins prioritaires exprimés par les gouverneurs de région pour ces zones frontalières. Selon la typologie de ces besoins que nous avons laissés, nous en avons 223. Donc, qui vont pour la santé de la case de santé, la dotation d'ambulance, l'équipement de maternité, etc., jusqu'aux activités génératrices de revenus, jusqu'à la création ou la mise en place d'infrastructures de sécurité frontalière. Cet atelier qui va durer 2 jours est avant tout une rencontre de partage visant une bonne rationalisation du programme. Il s'agit justement de rationaliser le programme, de voir dans quelle mesure on devrait pouvoir aussi mutualiser les interventions. Ce sont tous des services qui travaillent pour l'État du Sénégal. Il ne peut pas y avoir de duplication ou de redondance d'action sur ce terrain. La prise en charge des préoccupations des populations vivant dans des zones frontalières est une question de souveraineté. Le chef d'état-major particulier du chef de l'État, par ailleurs président du comité de pilotage du projet, a réitéré l'ambition du gouvernement à lutter contre les inégalités territoriales en matière de développement. Il ne sera plus question au terme de ce programme que pour appeler un concitoyen que nous passions par le réseau téléphonique d'un autre pays. Il ne s'agira plus pour un de nos concitoyens aux frontières pour venir à l'intérieur du pays de faire le détour, n'est-ce pas, par un autre pays. C'est un programme d'urgence. Mesdames, Messieurs, notre engagement est ici requis parce que la demande elle est pressante. La présentation de la matrice des actions prioritaires a révélé un besoin financier estimé à 594 milliards de francs CFA. Pour le moment, l'État est seul dans le dispositif de financement en attendant l'arrivée des partenaires. Le forage du ranch de Doli est à plus de 90% terminé sur le chantier. L'état d'avancement des travaux est satisfaisant. L'ouvrage sera livré avant l'hivernage par Bonachao. Provisoirement réceptionné il y a quelques mois, le forage du ranch de Doli a rapidement pris forme. L'eau coule déjà et la structure du château se dresse majestueusement sur 35 mètres de hauteur. Sur le chantier, les ouvriers ne lèvent pas le pied. Les travaux avancent à un rythme soutenu. Toujours au chevet des ouvriers, le maire de la commune où se trouve le forage se fait le plaisir d'assister à la réalisation d'un vieux rêve. C'était effectivement un rêve. Que l'initiateur de cet ouvrage sache que nous sommes très très contents de lui.
Nous savons les difficultés que nous avons traversées ici par rapport au manque d'eau. Que le président Macky Sall soit satisfait. Nous ne dormions même pas à cause de la soif. Nous prions tout le temps pour lui, car en fait, il nous a sauvés. Le forage du ranch de Doli a un débit élevé de 240 m3/h, une capacité de stockage de 1000 m3 pour desservir un réseau de plus de 110 km à la ronde, soit 15 villages polarisés. Avec celui de Tessekere, c'est le plus grand ouvrage hydraulique du PUDC. Le ranch de Doli est une zone de concentration de nos activités, des activités du gouvernement, parce que le gouvernement est en train de clôturer le ranch pour sécuriser cette importante réserve fourragère. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes en train de construire un important réservoir, un important château d'eau, couplé bien sûr à un forage à haut débit, pour réduire en tout cas les difficultés liées à l'accès à l'eau des populations qui habitent dans cette zone. Donc pour résumer, Linguère est une zone de concentration de nos activités et nous avons pu constater que les activités que nous sommes en train de mener sont très bien avancées et nous comptons d'ici la fin de l'hivernage donc réceptionner l'ensemble de ces travaux. Dans les 87 000 hectares du ranch de Doli, la question de l'accès à l'eau est cruciale. Le programme d'urgence de développement communautaire à travers ses réalisations va littéralement revitaliser la zone et en valoriser toutes les potentialités. Comment faire pour que l'entreprise familiale survive à la disparition de son fondateur? C'est autour de cette question que se tient cette année le Forum de l'entreprise, une rencontre d'échange et de réflexion qui regroupe des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des experts et des notaires. Le reportage de René Massigadjouf. Le forum est exclusivement consacré aux axes d'intervention de la structure de l'entreprise familiale et de ses perspectives d'existence pérenne. Entrepreneurs, notaires, experts s'appuient sur leurs expériences pour trouver des réponses relatives au fondement de ces sociétés familiales. Beaucoup d'interrogations sont suscitées par la particularité de leur mode de survie lié à leur attachement à la personnalité ou à la figure du fondateur. La notion d'entreprise familiale n'est pas définie par le législateur. Cependant, l'on peut partir du postulat selon lequel une entreprise est familiale si elle est contrôlée par une personne physique ou une famille. Entre, a fortiori dans ce giron, toutes les entreprises individuelles et les sociétés unipersonnelles. Le constat est réel. À la disparition du fondateur, l'entreprise familiale agonise si elle ne disparaît pas tout simplement. Le but doit être de faire en sorte qu'elle survive. L'intérêt du forum est d'aider les entrepreneurs présents en nombre à promouvoir une norme d'existence post-mortem. L'entreprise familiale, c'est quoi? C'est un concept ou c'est une catégorie? Si c'est un concept, c'est un simple référentiel. Et cela peut inspirer. Si c'est une catégorie, ça devient un objet d'étude empirique ou d'étude académique. Mais dans les deux cas, un objet d'étude qui doit être normalisé, typifié, catégorisé et qui donne suite à des conséquences juridiques. Ce forum, donc, est une occasion de sensibiliser les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises familiales aux défis et des problématiques spécifiques de gouvernance auxquelles ils ont à faire face. L'essor des entreprises familiales a été l'un des plus grands facteurs de développement de certains pays. Le socle d'un tissu économique solide demeure l'attrait de ce secteur, pourvoyeur inestimable de richesses. L'importance de la problématique de l'évolution et de la transmission des entreprises familiales découle tout d'abord du type d'entreprise concernée. Ces entreprises, contrôlées par une ou plusieurs familles, jouent un rôle central pour l'économie d'un pays. 65 à 70% des entreprises dans le monde sont des structures familiales. En Europe, elles vont jusqu'à 80%. En Afrique, c'est encore plus. En catégorisant, les experts se sont rendus compte que ces entreprises sont surtout dans les domaines d'activité comme le commerce, la distribution, le transport, entre autres. Le projet Piste communautaire en appui au PNDL a organisé au profit des secrétaires municipaux un atelier de formation sur le thème budget participatif et entretien des pistes rurales pendant une semaine. Sur le financement du FERA, une trentaine de secrétaires municipaux se sont réunis autour des modalités d'élaboration du budget participatif appliqué à l'entretien des pistes rurales.
Le reportage de Hamidou Diop. Le PPC-PNDL a réalisé d'importants résultats et capitalisé une solide expérience de mise en œuvre avec une démarche de gestion axée sur les résultats. Ce processus revisité au cours de cet atelier de formation a mobilisé les secteurs municipaux. Le rôle et l'action déterminante des secteurs municipaux dans la gestion des collectivités territoriales ont été mis en exergue. On sait que les secteurs municipaux sont les chevilles ouvrières des collectivités locales. Quand on forme une secrétaire municipale, c'est comme former l'institution de la commune. Donc les secrétaires municipales vont assurer le suivi et aider leurs maires à vraiment faire de ce thème-là qui est le budget participatif vraiment un outil pour le développement de l'autorité locale. C'est une initiative innovante puisque de manière générale, on avait l'habitude de former les maires, de former les élus et de laisser en rade les secrétaires municipaux qui ont quand même en charge l'administration centrale de la commune. Cet important atelier constitue un important jalon à la promotion d'une gestion participative orientée sur les résultats dans l'entretien et la gouvernance des pistes rurales. Dans le projet de piste communautaire en appui au PNDL, nous avons beaucoup plus de chances de voir nos pistes être entretenues dans le cadre d'un budget participatif. Parce que quelquefois, vous voyez des populations qui se soulèvent pour dire que notre piste n'est pas bonne. Au même moment, la commune investit son budget ailleurs. Donc ça veut dire que si ces populations, on les avait écoutées dans le cadre d'un budget participatif, si on les avait impliquées dans l'élaboration d'un budget participatif, ils allaient exprimer le besoin d'entretenir cette piste-là. Avec les investissements massifs de l'État dans les collectivités territoriales, le PPC et PNDL travaillent pour une durabilité des réalisations. L'avènement du budget participatif constitue une réponse sûre. Cela peut se comprendre parce que le budget participatif promeut l'élargissement de la base de la participation des citoyens à l'affectation des ressources publiques, encourage l'avènement de collectivités territoriales socialement mieux intégrées en permettant aux catégories sociales traditionnellement marginalisées de rompre le cycle de l'exclusion. Les conditions d'une participation dans les processus budgétaires sont posées pour qu'à son terme, l'État, les collectivités territoriales et les populations bénéficiaires puissent consolider la dynamique de partenariat orientée vers la gouvernance territoriale et la réduction de la pauvreté. 65 acteurs de la pêche bénéficient d'une session de formation en organisation et gestion des quais de pêche. Le Sénégal entend avoir des produits halieutiques de qualité qui respectent les normes d'hygiène. Une formation de 3 jours qui a démarré ce matin au CNF de Rufisque. Anaïs Nyamane. Le gouvernement du Sénégal a initié un programme de modernisation des infrastructures du secteur de la pêche, des infrastructures nécessitant des hommes et des femmes qualifiés. Il était nécessaire et pertinent d'avoir des sessions de formation pour mettre à niveau les acteurs, c'est-à-dire les exploitants des quais de pêche et des aires de transformation pour leur permettre de préserver d'abord ces infrastructures et après de pouvoir avoir des produits qui répondent à des qualités, à des normes standards, des standards internationaux. Organisation et gestion des quais de pêche et aires de transformation, thème jugé pertinent pour ces 65 acteurs de la pêche venus de toutes les régions du Sénégal. Nous sommes regroupés à Rufisque pour bénéficier d'une formation de 3 jours sur la gestion et l'organisation de ces sites de transformation octroyés par le ministère. Après ces 3 jours de formation, nous attendons bénéficier d'une gestion plus adéquat par rapport au site dont nous avons bénéficié. Gestion des ressources halieutiques, hygiène et qualité des produits, sécurité des pêcheurs, des modules à acquérir pour un développement du secteur. Ces aires de transformation, qui sont des infrastructures nouvelles, qui ne se sont jamais réalisées au Sénégal, nécessitent que ceux qui auront en charge l'exploitation puissent être formés, de capacité, de telle sorte que dans toute la chaîne de valeur d'exploitation de ces infrastructures, ces hommes et femmes puissent être outillés. C'est le sens de ce séminaire de 3 jours ici, où l'ensemble des acteurs bénéficiaires de ces infrastructures sont réunis et vont subir donc une formation sur la qualité, une formation sur la gestion, une formation qui va déboucher vers le label Made in Sénégal, parce que c'est notre souhait, nous y travaillons beaucoup pour que
les produits issus du Sénégal puissent être commercialisés à l'extérieur et que les consommateurs puissent les utiliser.